dites clairement que vous ne vouliez pas mourir à ce moment-là. Alors, est-ce que ça veut dire que votre suicide, c'était un appel au secours, comme le disent les psys? Oui, tout à fait. C'était vraiment Pourquoi, comment? ça. Parce que j'avais vraiment pas d'autre moyen de dire à mes parents que ça allait pas, parce que j'arrivais pas à changer la situation, mais que je pouvais plus continuer comme ça. Il y avait vraiment une impuissance, une incapacité telle que j'ai pas eu d'autre moyen, quoi. C'est-à-dire que vous avez fait en sorte de ne pas prendre trop de médicaments? Ben là, c'était un peu... Je me rappelle avoir passé quelques temps devant l'armoire à pharmacie à me demander quoi prendre, parce que je savais pas trop pour... Enfin, inconsciemment, pour que ça fasse quelque chose sans que ça fasse trop, quoi. Et voilà. Est-ce que cet appel a été entendu, puisqu'on parlait d'appel? Ben non, ça n'a rien changé. On n'en a pas parlé, disons qu'après on s'est tout de suite occupé du problème de santé, et puis non, après, ben, eux ils en ont pas parlé, et moi j'arrivais toujours pas à le dire autrement, et comme ils sont pas venus me demander, ben non. Odile, quand vous en parlez, on a l'impression que vous parlez de ça comme une des péripéties de la vie, quoi. Ben, Vous avez quand même mis votre vie en danger. Oui, mais ça c'était plus, enfin, comparé aux 5 ans de dépression qu'il y a eu autour, et avec vraiment, par contre, une envie de mourir vraiment puissante, ça pour moi c'est un problème réglé, quoi. D'accord. Vous dites que vous allez mieux aujourd'hui? Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à ceux qui souffrent et qui ne voient pas de solution, comment vous avez réussi à retrouver un équilibre? Là, pas ça. J'ai quand même mis 4 ans après l'intentative de suicide, donc c'est pas... J'avais l'impression de ne pas avancer, il faut croire que finalement j'ai avancé, mais je peux pas expliquer comment je m'en suis sortie, quoi. Mais en allant plutôt vers les autres? J'en ai parlé énormément, Ah oui. énormément parlé, j'ai pleuré, et c'est tout, parler, pleurer, et puis voilà. Perrine, c'est joyeux, parler, pleurer. On pleurer, c'est pas très joyeux, parler, ça peut l'être. Nathalie de Boisgrelier, maintenant, je remercie Odile. Où est-ce qu'elle est, Nathalie? C'est vous? Oui, Bonsoir, Nathalie. On va terminer cette émission en abordant à nouveau, comme on l'a fait tout à l'heure avec Aurélie, le tabou qui entoure souvent tout ce qu'il y a dans le suicide. En parler avec vous, Nathalie de Boisgrelier, j'insiste sur votre nom, parce que vous ne venez pas des milieux où on pense qu'on se suicide le plus, à savoir d'un milieu assez aisé, comme on dit, coincé probablement aussi un peu. Financièrement, culturellement, où il y a une famille qui est présente, une famille élargie qui est présente. Et le suicide est un tabou. J'ai jamais pu parler à mes parents après, ni 4 ans après. J'en parle tout juste 10 ans après à mes parents, parce que j'ai un père en dépression depuis 2 ans, qui a des pulsions de suicide, qui fait du chantage au suicide. Parce que au niveau de la société, on commence un petit peu à en parler, donc on apprend qu'un tel s'est suicidé 3 mois après la naissance de son premier garçon. Quand on rentre en cours, moi j'étais en terminale, quand on rentre en cours, on dit ah bah, vous avez fait des bêtises pendant vos vacances? Il y a une espèce de silence. Et puis quand un peu plus tard, vous êtes un peu plus forte et vous voulez témoigner auprès de vos amis, et lâcher le mot autour d'un dîner, sur un bistrot, il y a un silence. Il y a un silence, et puis il n'y a pas de questions, la conversation périclite, et puis on se tait, on ne dit plus rien. Est-ce que c'est le même silence, ou est-ce qu'il y a 2 silences différents? Il y a ceux qui ne veulent pas en parler, et il y a ceux qui ne savent pas quoi dire. Il y a les deux. Il y a ceux, on a parlé de la culpabilité, mais il y a aussi la honte, la gêne, la peur. On a peur de celui qui s'est suicidé, de celui qui a fait une tentative de suicide. J'ai l'impression qu'on est dans le domaine du secret de famille quand on parle quand on évoque le suicide. Tout à fait, oui. C'est vraiment une maladie entre guillemets, une tare. Honteuse presque, là. Voilà, honteuse, oui. Ça touche aussi bien donc la personne qui a fait une tentative de suicide, mais par là tous ses proches très intimes. Et donc là, qui est mis à l'index, c'est pas uniquement la personne qui a fait une tentative de suicide, c'est son entourage. C'est indirectement les parents, les frères, les sœurs. Voilà. Bien compris. Nicolas et Aurélie, avant d'accueillir Gabriel qui va venir conclure, est-ce que vous voulez ajouter autre chose que vous n'auriez pas dit jusqu'à présent? Ouais, moi je voudrais dire quelque chose, parce qu'on cherche souvent, enfin les parents veulent savoir quelles sont les choses qu'ils peuvent savoir que leurs enfants ne vont pas bien. Il y a déjà plusieurs petites choses. Moi je sais que j'ai de gros problèmes d'insomnie, je dors très peu, parce que je passe ma vie à me prendre la tête. Je réfléchis tout le temps, pourquoi ceci, pourquoi cela, et je sais que beaucoup de personnes qui sont en détresse ou qui vont mal, dorment très mal. Il y a aussi d'autres petites choses à voir, que les personnes qui ne vont pas bien, souvent ça se voit sur leur façon de s'habiller.
Par exemple, vous remarquerez qu'il y a des personnes qui sont très souvent en noir, comme je fais attention parce que elles sont en noir et puis moi aussi. Et la plupart du temps, le noir, c'est significatif de notre humeur, de notre état. Et l'air de rien, c'est un appel aussi quand on s'habille tout en noir. C'est que ça va pas. Et le sommeil aussi, c'est très important. Simplement insister un peu sur Allez-y, Nicolas. le droit à la différence, quoi. À un moment donné, d'avoir le droit de ne pas se sentir bien sans forcément avoir de jugement facile vis-à-vis de l'extérieur, quoi. D'avoir le droit d'être dans cet état-là et se dispenser vraiment de tout commentaire, quoi. Je pense que c'est important quand on est réellement pas bien, quoi. Est-ce que Perrine et Florelle veulent ajouter quelque chose également? Florelle? Non. La route s'éclaircit pour toi, donc c'est... Ouais. Perrine? Non, mais elle a tout à fait raison pour les insomnies. C'est vrai qu'on dort peu et on réfléchit, on rumine, on repense, on pense et on fait que ça. Et sur les vêtements? Oui, oui, elle a raison aussi. Gabriel Cohn-Bendit pour la conclusion de cette émission. Venez ici, Gabriel, venez. Vous pouvez vous lever, lève-toi et marche. Allez-y, levez la main. Donc Gabriel a beaucoup travaillé avec Daniel pendant la campagne européenne. On vous a vu en photo dans plusieurs journaux, Pas en mal, campagne. pas Et mal, puis, oui. mais vous avez un vrai boulot autre que la politique. Tous les hommes politiques sont jamais professionnels. Et vous êtes prof et vous avez notamment vous avez participé à la Je suis création. retraité. Ça se voit pas. Vous avez participé à la création du lycée expérimental de Saint-Nazaire. Qu'est-ce que vous avez entendu ce soir qui a retenu particulièrement votre attention? Qu'est-ce qui vous a intéressé et qu'est-ce qui vous a peut-être déçu, soit parce qu'on l'a mal dit, soit parce qu'on ne l'a pas dit? Non, rien m'a déçu. Je voudrais dire 4 choses, ou peut-être 5 d'ailleurs. On a parlé des jeunes, des adolescents et du suicide. C'est 2 choses tout à fait différentes. Le suicide en général. Moi, je suis heureux de pouvoir penser que je ne serai pas obligé de vivre plus longtemps que je ne le voudrais. Donc, pour un homme à l'âge du 3e âge, 60 ans, c'est pour moi un espoir de pouvoir disparaître avant d'être complètement gâteux. Donc, c'est 2 choses complètement différentes. Vous estimerez à ce moment-là que vous aurez vécu votre vie? Voilà, j'ai bien vécu et je ne veux pas vivre une vie moins belle que celle que j'ai vécue quand je peux tomber amoureux, être producteur d'idées, de projets, etc. Bon, ça, c'est mon problème à moi. Donc les adolescents, c'est tout à fait différent, c'est un refus d'entrée. Et là, je dis, c'est vrai qu'il faut faire quelque chose. Alors, je ne crois plus que ce soit un tabou aujourd'hui. L'Église a interdit, a même puni les suicidés, on les traînait à travers la ville, etc. Et on prenait l'argent des successeurs pour bien punir. Aujourd'hui, c'est plus ça. Par contre, dans une famille, on ne peut pas. C'est une souffrance terrible. Les parents ne peuvent pas en parler, pas par tabou. Ils souffrent, bien sûr. Alors, on ne peut pas demander là où ça souffre. Pas plus que dans les couples, on ne peut parler quand ça ne va pas. On parle chaud quand ça va bien. Évidemment, c'est de la souffrance. Alors, moi, je crois toujours que dans les familles, on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler. Comme on ne peut pas parler de tous les grands problèmes, drogue, etc. On en parle avant qu'il y ait le moindre problème, et quand il y en a, les gosses nous aiment tellement qu'ils ne vont pas nous raconter ce qui va nous faire souffrir, et nous, on les aime tellement qu'à peine ils ont commencé à parler, c'est évident qu'on tremble et on ne veut plus entendre, on ne veut plus voir. Donc, je ne crois pas que ce soit un tabou, et encore une fois, la famille. L'autre problème, ce n'est pas une maladie de souffrir, de trouver cette vie, indépendamment des problèmes sociaux, dure et difficile. Chaque fois, le psy, pour moi, n'est pas quelqu'un qui soigne des malades. Il entend, peut-être, il écoute, mais ce n'est pas une maladie que d'avoir beaucoup de mal à vivre. Et à la limite, je dirais, sont malades tous ceux qui ne sont pas sensibles à tout ce qu'il y a autour de nous, qui trouvent que c'est chouette, que c'est sympa, que ça va bien, que c'est facile, etc. C'est eux, peut-être, qui se sont murés dans des... Alors ça, donc moi, j'aime pas le terme de maladie. Alors, dernier point, je trouve que cette école, quand je vois des êtres aussi merveilleux qu'Aurélie, tous ici, à l'école, ils devraient pouvoir parler de plein de choses. Alors, on leur fait quoi? Des trucs qui les emmerdent, qui ne les concernent pas, qui les... C'est un lieu horrible pour un gosse. Alors, je ne parle pas des maths, je ne veux pas rentrer dedans. Non, attendez, vous savez que les profs ont réussi à dégoûter tout le monde de tout, de la littérature... Bon,
dernière petite provocation. J'ai toujours été contre l'éducation. Provocation un peu démago quand même. Non, mais je ne savais pas qu'il y avait autant de jeunes dans la salle. Bon, et les prochaines élections sont très loin. Et les prochaines élections sont. Non, mais ça les prochaines élections sont suffisamment loin pour qu'on puisse pas vous taxer de démagogie. C'est pas de la démagogie. À fin électorale, en tout cas. À des fins électorales. Je voudrais quand même dire une chose, que j'ai toujours été, par exemple, contre l'éducation sexuelle à l'école. Si c'est les profs qui se chargent de ça, des générations entières vont être dégoûtées de la chose. Mais l'école, ceci étant dit, sérieux, ceci étant dit, et l'expérience a été faite dans plusieurs endroits, l'école peut être un lieu passionnant où des gens peuvent raconter ce qu'ils vivent. Ouais. Mais de tout, on a fait un atelier pendant 15 jours avec des gens comme Aurélie, comme toi, où ils ont parlé de ce qui leur arrive, où on a un peu étudié ce que c'est que le suicide dans la société. On a parlé de ce qui les concerne. On a pris des distances, on a pris les grands suicides littéraires qui n'ont rien à voir avec les vrais. Hein. Que ce soit chez Flaubert, que ce soit ailleurs. Werther, des gens se suicident amoureux, ça n'existe pas dans la société. Il n'y a que Maupassant qui a décrit vraiment bien les vrais suicides sociologiques. Un vieux célibataire qui termine sa vie. Non mais je veux dire, on a donc travaillé sur une question qui est leur problème et pas introduire des trucs qui ne les concernent pas. Donc et chacun dans une école vivante peut prendre des responsabilités, être reconnu pour ce qu'il est. Il y en a qui sont, à Saint-Nazaire, les grands chefs de la cuisine, puisque les élèves font avec les profs la cantine. C'est plus... Eh ben, il y a les grands spécialistes, le gars, on est heureux quand il est de cantine parce que là, au moins, on mange bien. Je veux dire, il y a plein de reconnaissances, les gens s'aiment bien entre profs et élèves, il y a des inimitiés aussi entre élèves. Il se passe quelque chose alors que dans nos lycées, dans nos écoles, c'est la mort. Et donc, la seule affectivité, c'est la famille. Et elle produit... Mais pourquoi elle voudrait quitter sa maman? Elle a envie de rester avec sa maman longtemps. Elle est bien. On lui demande, mais non, va-t'en, tu vas... Si l'école était un lieu où on soit bien, eh ben, elle aurait peut-être, elle couperait un peu le cordon ombilical. Mais c'est vrai que rien n'est fait. Voilà, c'est de ça que j'ai envie de dire. Le message par rapport à des jeunes, on pourrait faire, et c'est vrai que nous, éducateurs, on devrait les sélectionner là-dessus. En plus, ils feraient des maths et du français, mais être capable et d'écouter, mais pas seulement même écouter. Même des maths. Des élèves m'ont dit, attends Gabi, arrête avec ton écoute de psy. Hein, ils ne nous demandent pas non plus ça. Hein, mais d'écouter, de les faire intervenir et de nous engueuler ensemble, mais violemment, on s'engueule, mais avec respect. C'est-à-dire pas, t'as pas fait ton devoir, on n'est pas d'accord sur un certain nombre. Premier acteur social. Voilà, si l'école était ça, je vous garantis que pour les suicides des jeunes, en tous les cas, il y aurait, tentative et autres, une diminution énorme.